Bonsoir donc, mesdames, messieurs. Dans cette troisième et dernière partie de l'émission Angle Mort, nous allons parler maintenant de Jay-Z. Donc, le FNI a racheté la totalité de des actions de VEON donc, au sein de Jay-Z. Donc, le Fonds national d'investissement a racheté la totalité des actions du groupe VEON au sein de l'opérateur Jay-Z. Yassine Merzougui, bonsoir. Tarek Hafid. Rebonsoir. Donc, il y a du nouveau apparemment, Yassine Merzougui, dans cette grande transaction. Oui, l'acte de cession départ de VEON a été pacté le 30 juin, ça fait une semaine. Ça y est, maintenant, le Jay-Z à 100% algérienne. Sauf qu'il y avait une question à laquelle personne ne pouvait répondre. En attendant d'avoir un autre acquéreur des parts de VEON, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit conserver VEON avec un contrat de gestion de l'entreprise jusqu'à l'arrivée d'un éventuel acquéreur, ou bien désigner des gens du FNI pour gérer Jay-Z? C'était une décision difficile à prendre. Donc le FNI a pris une société de consulting économique et financier pour évaluer l'impact du départ de VEON sur la gestion de Jay-Z. C'est ça la nouveauté. Donc l'entreprise, c'est grande. À sa tête, un Algérien qui s'appelle Rafiq Boussa. Il était auparavant opérateur en opération de bourse, et intermédiaire plutôt en opération de bourse. Maintenant, il fait du consulting pour les entreprises, l'accompagnement des entreprises qui souhaitent s'introduire en bourse et tout. Donc, toute la réponse va provenir de Rafiq Boussa, qui va décider si le FNI, dans son intérêt, doit garder VEON comme gestionnaire en attendant un éventuel acquéreur, ou bien libérer VEON et travailler directement sur la gestion de Jay-Z. Est-il possible, est-il judicieux de garder VEON déjà, puisqu'elle a l'expérience de Jay-Z, elle est tout compte de tout ce qui se passe dedans? Est-ce que c'est judicieux de les garder? Il faut revenir quelque temps auparavant. Il y a une année, au mois de juillet, je crois que c'était le 14 juillet, en tout cas c'était à la mi-juillet, décision de VEON, puisqu'on était arrivé à la phase où la fin du pacte d'associés entre le Fonds national d'investissement et VEON, donc ex-Vimpelcom, donc ça s'est fait l'an dernier. VEON a fait part de sa volonté d'accepter, puisque dans le pacte d'associés, le dit que si VEON souhaite vendre, il y a le droit de préemption envers le FMI. Donc, VEON en a fait part publiquement. Il y a eu des négociations qui ont été menées pour décider, pour estimer le prix des parts détenues par VEON dans Jay-Z. Ça s'est fait. Ils sont arrivés après des négociations, après des études réalisées par des banques, ils sont arrivés à déterminer un prix. Ensuite, vers le mois de mai, il y a eu plusieurs rounds de négociations. Et ce qui a été étudié, c'est bon, VEON vend ses parts au FNI, le FNI les achète. Ensuite, il y a une partie, contrat de management. Contrat de management prend en compte le fait de garder des cadres de VEON qui font partie de l'équipe actuelle, qui connaissent Jay-Z, qui vont rester. En contrepartie, le FNI va payer VEON pour cette prestation. Et la prestation prend en compte deux éléments. Donc, c'est premièrement le management, la partie management, et deuxièmement, la partie accompagnement pour
vers une future cession pour un autre opérateur. Il semblerait qu'au bout d'un moment, il y a eu mésentente sur ce sujet, d'où, donc, si je comprends bien, le fait que le FNI fasse appel à Grant. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un opérateur, une entreprise, un opérateur de téléphonie mobile travaille dans le cadre d'un groupe, il y a énormément d'avantages, notamment en termes d'acquisition de matériel. Quand on achète pour un groupe comme VEON, quand il achète pour 10 opérateurs, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter pour un seul opérateur. Quand on va négocier des contrats pour de l'achat de matériel, de logiciels, de services, etc., donc il est plus intéressant d'être dans le cadre d'un groupe. Sans compter l'expertise de VEON, etc., etc. Maintenant, Grant dira, est-ce que, je pense qu'il y a trois possibilités, soit on garde VEON pour le management, soit ça sera Jay-Z à 100%, soit aller vers un autre opérateur qui fera peut-être une proposition, un autre opérateur autre que VEON. Je rappelle seulement que le groupe VEON détenait 45,57% des parts, dont Jay-Z et l'État algérien détenaient 51% des parts, puisqu'on est dans la 51-49, qu'il a racheté donc en 2014 pour plus de 2,6 milliards de dollars. Et maintenant, le prix de la cession, c'est 682 millions de dollars. Donc, je ne sais pas si c'est... Ça a quand même perdu énormément, à peu près 70% de la valeur. Non, pas autant. Je crois que c'est dans les 50, 60. Il faut pas oublier aussi qu'il y a 2,53%, si je me souviens bien, qui appartiennent au groupe Cévital. En tout cas, l'État détient en totalité 96, actuellement, oui. Maintenant, donc il y a 96,57%. Oui. Voilà. C'est ça. Donc il reste 3 et quelques. 3 et quelques qui appartiennent à Arbrab, non. À au groupe Cévital. Rabrab, comme on pouvait l'imaginer. Donc Issa Rabrab. Quand on dit Rabrab, voilà, c'est la famille, quoi. Donc, si on n'a rien à rajouter de précieux. C'est juste la durée contractuelle, oui. C'est-à-dire le contrat entre Grant et le FNI. Il a une semaine pour répondre à cette question. Donc je pense qu'à partir de dimanche, Grant va donner un avis sur la gestion de Jay-Z. C'est tout. Vous pensez qu'il sera... Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas rencontré, Rafik. Je crois que la dernière, c'était en 2016. Donc ça fait longtemps. C'est un garçon qui est quand même excellent sur ces questions-là. Mais je ne sais pas. Donc nous allons parler actuellement d'une nouvelle qui a réjoui beaucoup d'Algériens, mais surtout beaucoup de Tunisiens. Tarek Hafid, c'est l'annonce par le président de la République de la réouverture des frontières terrestres avec la Tunisie. Oui. Ça vous a fait plaisir, bien sûr. Ça a fait plaisir, surtout... Oui, moi j'aime bien aller en Tunisie par route. C'est quand même beaucoup plus... Avec votre Porsche. Avec ma Porsche, avec ma belle Porsche. Je vous ferai faire un tour tout à l'heure de ma belle Porsche noire. Oui, c'est une excellente nouvelle. Quand même. Alors, l'an dernier à cette période, j'étais en Tunisie. J'avais réussi à avoir un billet d'avion pour aller régler quelques affaires là-bas. Et en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre du Tourisme tunisien qui était venu faire une tournée dans l'hôtel où j'étais, et j'avais fait une petite interview avec lui pour le Soir d'Algérie, où il disait j'espère qu'au courant de la semaine, les autorités algériennes vont ouvrir. Donc il faut imaginer l'attente des professionnels du tourisme tunisien, mais pas uniquement les professionnels du tourisme tunisien, c'est-à-dire que la frontière, du nord au sud de la frontière algéro-tunisienne, c'est une économie, c'est des familles, c'est des liens sociaux, familiaux, c'est énormément de choses qui vont pouvoir se reconnecter. Mais je peux vous le dire, hein, c'est une bouffée d'oxygène financière pour la Tunisie. Si on peut imaginer, on va estimer, je sais pas,
3,5, 4 millions d'Algériens qui vont se rendre en Tunisie si chacun prend l'équivalent de, allez, on va dire, Minimum. 400 euros, 500 euros Non, minimum. minimum 1000 euros hein, pour entre hôtel et tout. Avec une Porsche, on prend Ouais, combien en plus, voilà. On prend plus. Et c'est Mazougi, ça vous a réjoui aussi? Pour les deux Je peuples, suis pas allons-y. concerné. Pour les deux peuples. Moi, je suis pas concerné. On n'a pas une Porsche. Il n'y a pas de Porsche. Voilà. Non, il faut juste la nuance. Les frontières étaient fermées aux voyageurs, pas aux marchandises. Même pour les résidents, étaient ouvertes. Oui, pour les Il y a personnes longtemps pour résidentes, était ouverte. Oui. Oui. Voilà. Et puis il y avait la liaison aérienne. C'est Donc, cher. C'est cher. Tu te permets une Porsche et tu te le Tarqavet. Non, non, non. D'accord. Mais quand même, ça, tant attendu. Oui, cette- je pense cette que c'est nouvelle. bien pour l'économie tunisienne. Ils ont eu l'expérience 2015. Les actes terroristes là qui ont fait fuir les touristes étrangers, et c'était les Algériens qui étaient à la rescousse. Oui. Donc maintenant on sent que le Covid a beaucoup influé sur le commerce, le business du tourisme en Tunisie. Je pense que c'est une bonne chose, la réouverture des frontières. Oui, surtout pour les Algériens et également pour les Tunisiens. Si on parle des échanges économiques par les frontières terrestres, Yassine Mazougi ou Tarek Hafid, l'un de vous a des infos. C'est Par les frontières terrestres, les échanges économiques. c'est Marchandises et c'est tout. très important. Et s'il faut comprendre, c'est la seule frontière terrestre qui soit ouverte hein, en Algérie. En tout cas, depuis longtemps. Avant même le Covid, ça a toujours été quasiment la seule. Bon, il y a Il y a le Niger quand même. Le passage vers la Libye, mais Vers très la Libye, limité. mais c'est quand même Depuis limité. Les gens ont toujours. tendance plus à passer par la Tunisie en plus, et après rentrer en la Libye. Les échanges sont quand même importants. Il y a même certaines sociétés mixtes. Je me souviens de la société de Simon Blanc qui se trouve de l'autre côté de la Tunisie. Je ne sais pas si l'accord existe encore. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est que si on prend par exemple une ville comme l'Elma, la ville d'Alma est un pôle économique important pour les Tunisiens qui viennent tous les jours par milliers, qui s'arrêtent à Bouchebka, par exemple, du côté de Tébessa, et qui prennent des transports pour aller jusqu'à l'Alma et reviennent, et qui achètent énormément de produits de large consommation. Le commerce n'est pas uniquement, c'est pas uniquement les Algériens qui vont acheter de chez les Tunisiens, mais c'est beaucoup, pour dire maintenant, énormément du côté algérien vers Tunisie. Beaucoup de villes, de wilayas frontalières donc, en Tunisie consomment des yaourts, de la semoule, des choses, énormément de produits algériens. Yassine Mazougi. Oui, je pense Qui que a intérêt? Beaucoup plus. c'est dans les À deux l'ouverture. sens. C'est dans les deux sens. Donc, et c'est une bonne chose parce que les Tunisiens n'ont pas de ressources. Ils n'ont que l'Algérie pour les aider. On voit maintenant les tractations avec le FMI, comment ils sont en train de resserrer. Donc, c'est une bonne chose pour les Tunisiens, c'est une bonne chose pour les Algériens. Nous avons beaucoup de ressources et nous pouvons aider ce peuple. À la base, c'est une décision politique, c'est-à-dire que c'est Kais Saïd repart en Tunisie avec deux décisions importantes de la part des Algériens, de la part du président Tebboune. Premièrement, il y a la frontière. Là, c'est tout le monde qui le... c'est-à-dire qu'il va le ressentir, hein, surtout du côté tunisien, mais il y a aussi la petite phrase qui est... La démocratie. Non, Mabrouk, le Doustour, ça veut dire que c'est une forme de soutien de l'Algérie à la révision constitutionnelle tunisienne, après plusieurs semaines quand même de fortes tensions entre, supposées en tout cas, qui ont été affichées au point où le patron de l'UGTT a dit que voilà, il y a une menace sur l'Algérie, qui a volonté d'imposer donc cette reconnaissance par la Tunisie d'Israël, etc. Donc,
En l'espace de 2 minutes, il y a eu donc cette déclaration du président Tebboune où il parle de l'ouverture des frontières et en même temps du soutien à la constitution du président tunisien. Mais on sent plus que la Tunisie qui a beaucoup plus intérêt à l'ouverture de ses frontières. Bien sûr, l'Algérie un peu... À part touristique, à part... Il ne va pas mourir s'il ne part pas en vacances. Ouais. Mais le petit commerce en Tunisie qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est énorme. C'est énorme. Merci mes chers amis. 5 secondes. Non, mais C'est important. donc, Oui, mais ça, là, on peut aller à notre... D'accord, super. bon, La dictature. Allez, chauffe. Merci Tarek Hafid Yassine Mazougi. Nous parlerons maintenant de la politique pas nationale. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas critiquer, mais de la réconciliation palestinienne et une image peut-être qui restera dans l'histoire le 5 juillet passé, où on a vu l'autorité palestinienne avec Hamas, main dans la main, à Alger, comme en 88. Oui, Certains ont comparé même à 88. C'est dans la tradition algérienne de réconcilier les différentes factions palestiniennes. Et cette fois-ci, c'était une opportunité de 5 juillet, comme même la fête algérienne. Aucun Palestinien n'aurait refusé l'offre d'Alger qui est de se réconcilier. Et d'Alger, c'est pas n'importe quelle Oui. matière de soutien. Alger, c'est important chez Peuple les et Palestiniens. État. Tout le monde. L'État a été créé ici. L'État de Palestine. L'État palestinien a été fondé ici en Algérie. Et on a beaucoup payé pour ça. 88, ouais. On a beaucoup payé, on a subi, mais on n'a jamais laissé ce problème dépasser les bornes. Maintenant, Tebboune, il le dit tout le temps. Il le répète, moi je suis sur la ligne boumedianiste. Donc c'était ça Boumedienne. C'était la force spectaculaire militaire, une bonne gestion de la diplomatie, et puis, j'ai aucun intérêt. Je n'ai aucun intérêt. Mon intérêt, l'unique, c'est la stabilité en Palestine occupée. Donc, ce n'est pas les manipulateurs de certains pays qui aiment bien favoriser Hamas contre l'autorité palestinienne ou bien l'inverse. Non, l'Algérie a un seul intérêt, c'est la réconciliation entre les frères palestiniens. C'est grandiose l'image, Tarek Hafid. Vous l'avez vu, commenté. Déjà, dans la tribune officielle, pendant le défilé, déjà c'était frappant de les voir. Ils n'étaient pas très loin. Donc Mahmoud Abbas et Ismail Haniyeh, ils n'étaient pas très loin. Et puis déjà, on en avait parlé, on avait dit, on ne sait pas, est-ce qu'ils se sont rencontrés, ils ne se sont pas rencontrés. Et quelques heures plus tard, il y a eu cette rencontre. Personnellement, moi j'étais, quand il y a eu cette annonce de l'initiative d'Alger pour rassembler lors d'une conférence toutes les factions palestiniennes, moi j'étais très sceptique pour une raison qui est très simple, c'est qu'il y a eu une coupure dans la gestion on va dire, de la gestion du dossier palestinien par les Algériens, une longue coupure. Il y a eu les années 90, après il y a eu les années Bouteflika. Bouteflika, il s'est pas énormément impliqué dans la cause palestinienne, dans la cause sahraoui, je préfère me taire. Donc, il y a eu une coupure. Après, quand on parlait tout à l'heure de lobbying et de maîtrise des sujets, donc il faut qu'il y ait des hommes qui connaissent toutes les factions, des Algériens, c'est-à-dire qui puissent avoir des entrées auprès de toutes les factions, et elles sont quand même, les tendances sont quand même très larges. Certaines sont affiliées à des pays arabes, c'est-à-dire il y a des intérêts, il y a des blocages, il y a l'Égypte qui voit mal l'intrusion de l'Algérie ou même de la Jordanie, l'intrusion de l'Algérie dans un dossier pareil, plutôt le retour de l'Algérie dans un tel dossier. Là, personnellement, j'étais assez sceptique. Simplement, ces deux hommes qui ne se sont pas rencontrés depuis une quinzaine d'années. Là, j'ai lu la presse israélienne quelques heures après, ça a fait la une de toute la presse israélienne, et les Israéliens étaient
très étonné et Surpris, surtout. surpris. Et j'ai même vu, j'ai même lu dans un média disant que oui, les Algériens ont mis de l'argent, etc. Les Algériens ne peuvent pas mettre plus d'argent que les Émiratis ou les Qataris ou les Saoudiens pour organiser tout ça. Ouais. Non, il y a Les Algériens ont mis leur crédibilité. exactement la crédibilité et le fait, comme on a dit la dernière fois, de pouvoir assurer quand même la sécurité de personnalités comme les responsables de Hamas, puisqu'il y a aussi d'autres responsables qui sont plus engagés dans la lutte armée au sein de cette organisation. À mon avis, hein, c'est vraiment un très gros, un gros coup, et je pense qu'en Israël, ça a été perçu comme étant une gifle. Est-ce qu'on peut s'attendre à une autre rencontre, à une décision, à une réconciliation, à un Ce n'est qu'un sommet? début. Ce n'est qu'un début. Mais il y a le projet, il y a toujours le projet de Les rassembler. les tous. rassembler. Il y a des Maintenant, gens en Algérie c'est- qui travaillent là-dessus. C'est important qu'il y ait, parce que c'est les deux piliers. Mahmoud Abbas, Fatah et Hamas, donc c'est les deux piliers. Et puis il y a eu des confrontations armées entre les deux factions pour pouvoir les rassembler. Comme ça, c'est pas évident. L'Algérie a réussi ce coup. Je pense qu'il est plus facile à l'avenir d'inviter les autres factions, parce qu'il y a des factions qui ne sont pas entretuées. Il y a des divergences politiques, certes, mais il n'y a pas eu effusion de sang. Donc c'est plus facile de ramener les autres. Le principal, c'était Hamas et Fatah. L'autorité palestinienne, donc la dernière aide de l'Algérie envers la Palestine remonte au décembre 2021 et l'Algérie qui offre 100 millions de dollars quand même. C'est, je crois, que le seul pays qui verse Régulièrement. régulièrement. Plus, les plus- Palestiniens qui le disent, hein, Oui, c'est pas. 100 millions de dollars, plus sans compter ce qui est régulier, l'aide régulière. Espérons qu'il y aura une paix et que Alger et l'Algérie sera terre de cette paix et on l'espère, Yassine Merzougui. On parlera, dernier sujet, il nous reste vraiment quelques minutes à Hafir, un peu de presse nationale. On parle de l'asphyxie de certains médias, tels l'Ouatan, ce qui se passe dedans. Il y a beaucoup de choses à dire et à redire. Tarek Hafir ou Yassine Je crois Merzougui. qu'ils maîtrisent mieux le sujet. Yassine Merzougui, J'ai Tarek Hafir. 2 jours de suite, j'ai rencontré des amis de l'Ouatan qui sont responsables du syndicat, de la section syndicale UGTA de l'Ouatan. Parce qu'il faut savoir que plusieurs médias ont fait le choix d'être affiliés à l'UGTA. Donc, et en plus, c'est pas n'importe quel média, c'est-à-dire il y avait Liberté, il y a le Khabar et il y a l'Ouatan qui ont fait le choix d'être affiliés à l'UGTA, donc à la centrale syndicale. Ça peut paraître étrange, mais bon, on a un problème de représentativité syndicale dans la corporation, donc un des journalistes. Donc ces médias ont dit, les collectifs des journalistes ont dit, voilà, nous allons aller vers l'UGTA, créer des sections syndicales, profiter de l'appui de l'UGTA, profiter de l'expertise de l'UGTA. C'est comme ça qu'il y a eu des accords avec certaines rédactions, il y a eu des augmentations de salaire, il y a eu certains avantages qui ont été perçus par les journalistes et aussi par les personnels assimilés, ou je ne sais pas comment on dit, donc dans toutes les rédactions. Ce qui se passe, c'est que effectivement, l'Ouatan subit. C'est compliqué, hein. Il y a certainement une partie qui est liée au fait que c'est un média qui ne perçoit pas de publicité ANEP. C'est un média qui a pris des engagements vis-à-vis d'une banque pour construire un siège qui est très beau, qui est très grand, et c'est tant mieux. Simplement, ce média ne peut pas aller dans ce siège parce qu'il y a un problème de conformité. Mais entre-temps, il y a des journalistes qui sont en train de subir. Et subir, là maintenant, ils sont vers leur 5e mois de non-paiement de salaire, ce qui est énorme. Parce que la banque a gelé le compte. La banque a gelé les comptes, il y a des problèmes avec les impôts, avec la CNAS, et ce n'est pas normal. On ne peut pas perdre, on a perdu
Le matin, on a perdu liberté. Moi, je suis sélectif, la presse. On a perdu le matin, on a perdu liberté. Il ne faudrait pas qu'on perde le Watan. Là, maintenant, il y a, d'après ce que j'ai compris de la part de mes confrères, de mes amis, t'as le Watan. Notamment, j'ai discuté avec mon ami Salimat Lemseni qui dit que certains actionnaires ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Donc, vraiment, ça serait un drame de perdre en 2002 liberté et de perdre quelques semaines après le Watan. Je ne sais pas quelle pourrait être la solution, mais en tout cas, moi, à partir d'ici, j'affiche ma totale solidarité avec mes confrères Tal Watan. Affiché également, Yassine, ma Non, solidarité. c'est un problème assez complexe. Et le Watan est une entreprise très mal gérée. Très mal gérée parce qu'il y a toujours des anticipations. Et puis, ils ont des problèmes dans la gestion des imprimeries. Ils sont partis sur un siège social qui est au-dessus de leurs moyens. Les revenus de la publicité sont devenus dérisoires. Il n'y a pas d'économie, il ne peut pas y avoir de publicité. Politiquement, ils n'arrivent pas à se placer, à trouver une place dans cet espace. Politiquement. Donc, politiquement, oui. Si tu fais les médias, c'est la politique. Donc, c'est-à-dire qu'il doit soutenir peut-être le bon côté. Il doit être du bon côté du mur. Non, donc tu fais des choix. Chauffe, il y a des gens, il y a des médias qui, depuis 2003, ils prennent les mauvais choix. Il investit sur Benflis, comme l'ont fait certains. Benflis, c'est pas une carte gagnante. C'est aller dans le mur, carrément. À la limite, rester neutre. Ouais. Mais investir sur Benflis, c'était une erreur et ça a coûté ce que ça a coûté pour certains. Donc, la suite, chaque fois, c'est un cumul d'erreurs de choix politiques. Tu peux rester neutre, mais aller comme ça, dans une confrontation avec des gens puissants, quand même la difficulté de l'Algérie lors de la maladie de Bouteflika, c'est pas 2022. Même l'annonceur, moi je vends par exemple les puces téléphoniques. Pourquoi je m'affiche dans un média qui n'est pas en bon terme avec les autorités? نحكي مع الناس يقول لك انا نبيع قهوه واش تاني السواق هادو tu vois هما chaque fois ils accusent les autorités de faire pression sur les annonceurs. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais moi si j'étais annonceur ما نروحش للوطن. C'est des amis نحبهم بزاف. C'est-à-dire si vous allez à l'Ouatan, vous serez persécuté. ماشي persécuté pas obligatoirement. économique. انا نبيع قهوه ما دخلنيش في لي زيستوار بين الوطن ولي زوتوريتي نروح. Mais s'il veut y aller à l'Ouatan, c'est son droit aussi. Il vise quand même l'Ouatan qu'on le veuille pas, il a un certain électorat. شوف نهضروا la vérité. يعني قلت لك j'ai pas de complexe à parler de ce sujet. Je connais aucun annonceur qui a été persécuté à cause de ses publicités sur l'Ouatan. Si vous en connaissez, Madabia. Moi, j'ai un autre avis. Moi, je considère que l'État a fait un choix. Les autorités ont fait un choix. C'est de dire, voilà, nous avons un bras financier qui s'appelle l'ANEP. L'ANEP, donc la publicité institutionnelle, je la remets à qui je veux. Oui. Je la remets à qui je veux. Ce n'est pas... Non, c'est pas un droit. La logique aurait voulu, et d'ailleurs la loi le précise, c'est qu'il y ait des fonds de soutien à la presse. Le fonds de soutien, c'est quoi? C'est que par différents mécanismes, il y a un fonds,
Et ce fonds est distribué équitablement selon le nombre de tirages, selon l'audience, à tous les médias. Là, on n'écarte personne. Mais là, c'est de la publicité institutionnelle. Je sais kiff kiff. C'est-à-dire, un ad où là, je peux décider, le ministre de la Communication avec le président, le PDG ou la PDG Talanep, décide à qui ils vont donner. Ça, c'est un choix. Ça fonctionnait pour des médias comme le Watan quand il y avait une économie plus ou moins de l'activité économique. C'est-à-dire c'était avant la crise, où il y avait des banques, où il y avait des concessionnaires, où il y avait des... Téléphonie. La téléphonie, où il y avait... Donc, ils pouvaient avoir de la publicité. Ça coulait à flot. Bien sûr. Et c'est sur cette base, d'ailleurs, c'est sur cette base que l'étude du siège a été réalisée. Et il ne faut pas oublier que le siège a été financé par une banque publique et non pas par une banque privée. C'est-à-dire que le montage financier en lui-même a intéressé la banque. Parce que la banque, elle n'est pas là pour donner de l'argent, mais elle est là pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent avec le client. D'après ce que j'ai compris, l'objectif c'était quoi? C'était d'avoir un siège, d'ailleurs qui est très beau. Je pense que c'est, en plus, qui est dans un endroit magnifique, de prendre certains étages et d'en louer d'autres pour rentabiliser. Je pense que c'était ça un peu le deal, l'étude. Sauf que, je crois que c'était en 2016 ou 2017, les journalistes, la rédaction s'installent le siège, ils déménagent la maison de la presse, ils s'installent et là, la décision tombe. Non, il y a un problème de conformité, vous revenez à la maison de la presse. J'allais dire à l'époque, mais quand même, mieux la maison de la presse. Mais c'est à partir de là que les ennuis ont commencé. Après, est-ce que les patrons, les actionnaires ont compris la nécessité de revoir leur stratégie? À mon avis, non. À mon avis, il y a un problème. Ils ont continué, peut-être même les journalistes à Al-Watan disent, ils ont continué à percevoir les mêmes salaires, à s'octroyer les mêmes avantages, etc. Et maintenant, la finalité, c'est que on a des journalistes Al-Watan, et je peux vous dire que c'est parmi certainement les meilleurs de la presse algérienne, qui font leur travail, qui font de l'investigation, qui font de l'information, d'accord, et qui risquent de se retrouver au chômage, malheureusement. Et c'est une atteinte à la liberté d'expression, on te demande. Non. Si le journal disparaît. Chauffe. C'est une grande perte. C'est terrible pour la presse. Pour la presse, c'est terrible. Ouais. Chaque fois Très qu'on brièvement, perd, Yassine Maljougane, chaque fois 35 minutes. qu'on perd un titre, c'est mauvais. Oui. Mais c'est un problème de... liberté. Non, pas de liberté. Djizi, il est privé. Plus maintenant. Bon, Maqbel, est-ce qu'il donnait la pub à Al-Watan? Oui. Non. Donné à tout le monde. Non. Depuis Djizi. des années, non. تاخذ مع باليش ان d'autres opérateurs ما يحبوش يخدموا مع الوطن. Mais نقول لك حاجة, l'État en lui-même, les autorités ont tout intérêt à avoir des médias comme le Watan, comme le Khabar, à les encourager à... C'est-à-dire que ils sont crédibles tout de même. C'est vrai, critiques, alors, ils sont crédibles. il faut savoir que le Watan, la crédibilité de Al-Watan, c'est pas en Algérie. La crédibilité de Al-Watan, c'est à l'étranger. C'est-à-dire on a tout intérêt à avoir un média comme le parallèle. Pourquoi le Khabar a pu régler tous ces contentieux avec les autorités et le Watan non? Donc c'est une gestion politique, économique et tout. Merci. J'espère qu'ils vont trouver une solution. Merci. Mais les journalistes, parce que quand même un salarié qui ne perçoit pas son salaire, c'est pas bien. Merci beaucoup. On payait quand même leur tribut, le Watan, pendant la décennie, quand même. Tous les journalistes. Toute la Watan, presse. Liberté. C'est plus de 100 journalistes qui ont été assassinés. J'espère que... Bon, merci beaucoup Yassine Merzougui. Merci beaucoup Tarek Hafid. On a vraiment s'est attardé aujourd'hui. On a fait plus que ce qu'il fallait en matière de temps. Merci d'être là, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous. Restez avec les programmes. Qu'est-ce qu'il avait encore? On lui souhaite Saha Aïdou. Ah oui, au Saha Aïd comme ça. Saha Aïdkoum à tout le monde. Saha Aïd Nouan. Vous voulez souhaiter Saha Aïdkoum à tous les Algériens et Algériennes? Oui, bien sûr. Caméra est là. Donc, نقول لهم صحة عيدكم نتلاقاو la semaine prochaine inchallah. Moi, je commencerai par les Algériennes. D'abord, Saha Aïd comme les Algériens. Saha Aïd comme les Algériens, égale musulmans.
ميرسي صحة عيدكم tout le monde صحة العيد نون تمر بوحث العيد نون الدن مليل أسل الخميس إن شاء الله on se retrouvera jeudi prochain pour un nouveau numéro d'ici là restez fidèles au programme de Salam TV merci